Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, bienvenue dans Vaincre et sourire. Aujourd'hui, on accueille Olivier qui, le 14 août 1994, alors qu'il partait en vacances avec son papa, la tente dans laquelle il se trouvait va prendre feu. Merci beaucoup Olivier d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Et je te laisse du coup pour commencer nous raconter ce fameux 14 août. Alors, du coup, donc je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans. J'ai eu effectivement un accident de camping il y a 31 ans de ça. Je suis vieux. À l'âge de 9 ans, donc ouais, en août 94. Et voilà, j'étais en vacances en camping sauvage avec mon père et d'autres membres de ma famille. Et une lampe à gaz qui s'est renversée dans une tente et qui a fait donc prendre feu à une tente. Voilà, l'incendie qui s'en est déroulé. Et, euh, et donc voilà. Donc toi tu te trouvais dans cette tente. J'étais dans cette tente avec mon père. Et voilà, j'ai été brûlé sur donc 97% du corps. Ok, donc là la tente elle prend feu, c'est quoi du coup? En fait tu t'es retrouvé piégé dedans ou... Alors, en fait, piégé, même pas, parce que je me suis même pas réveillé en fait. Je vraiment, je claquais ma meilleure nuit. C'est difficile de savoir trop pourquoi, ça peut être les fumées et aussi, passé un certain niveau de douleur, le corps a tendance à déconnecter. Donc ouais, non, je me suis pas réveillé, il a fallu venir me réveiller. Ok, ton papa était avec toi dans la tente Ouais. et lui aussi Alors lui, il s'est réveillé du Ok, coup et il m'a réveillé du coup et voilà et ouais, c'était, plutôt galère parce que, bah, c'était, déjà en camping sauvage. C'était une autre époque, 94, il y avait pas de téléphone portable, donc tu pas les pompiers comme ça, donc il a fallu aller chez les pompiers, en fait et donc ça a pris un certain temps. parce que du coup, donc, ton papa et les autres membres de la famille ont tout de suite été chercher des secours. Non, 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 ils m'ont sorti, il a fallu qu'on aille jusqu'aux voitures, qu'on aille en ville, qu'on sorte de la forêt, qu'on cherche notre chemin, qu'on demande notre chemin parce que c'était vraiment paumé. C'était un petit village à côté de Nîmes, dans le sud de la France. Donc ouais, j'arrive pas trop à estimer, je pense qu'il a dû se passer une vingtaine de minutes, je pense, avant d'être pris en charge. Et toi, tu te rappelles de ce moment où en fait ça t'a complètement été... Non, non, je m'en rappelle, très bien. Ouais, j'étais pas hyper frais. Alors en fait, tu as les 2 trucs, tu as l'adrénaline qui te donne un boost. Et en même temps, tu as le corps qui fatigue assez vite. Donc, il aurait pas fallu que ça dure 2 heures. Mais, Mais tu te souviens. oh oui, très bien. Ok, et donc là, du coup, enfin, vous réussissez à trouver du secours, t'es pris en charge. Ouais. Et c'est quoi la suite Bah, la suite, c'est, les pompiers qui me font une piqûre pour m'anesthésier. Moi, concrètement, bah, ça s'est arrêté là, parce que je me suis réveillé 3 mois après. Mais, entre-temps, bon, il y a eu tout un parcours. J'ai été pris en charge, dans un hôpital pour grands brûlés du sud de la France, à Montpellier. Mais qui étaient, ils ont très, très vite été dépassés parce qu'il y avait pas de précédent et ils étaient totalement dépassés et donc eux, ils ont pas bataillé des masses, ce qui était cohérent avec la réalité médicale de l'époque et c'est au bout d'un mois que ma mère a réussi à me faire transférer en hôpital militaire à Paris, où eux ont pu, concrètement faire quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose qu'ils ont pu faire? Les greffes, il y avait un temps d'avance en termes de médecine, c'était là, en l'occurrence, alors il y a plusieurs types de greffes pour la brûlure, mais quand tu as plus assez de peau saine qu'on pourrait prélever, on pratique ce qu'on appelle de la culture de peau. Donc à l'époque, ça se faisait qu'aux États-Unis, aujourd'hui ça se fait en France et ça consiste à envoyer un échantillon de ta peau, en laboratoire et ils la mettent sous culture exactement comme on cultiverait une plante
et voilà et au bout de 21 jours de culture, tu reçois 1 m² de peau et Qui est comme la tienne, comme le reste de... qui est comme celle que j'ai là. Alors c'est pas comme celle d'origine, ça tu l'auras jamais, ça n'existe pas, mais ça permet de sauver des brûlés qui sont brûlés sur une grosse surface, ouais. D'accord, parce que normalement, par exemple, tu te brûles sur une petite surface, on va prendre de la peau ailleurs de ton corps pour la mettre à la place. Tu te brûles au 1er et au 2e degré, on va rien te prendre du tout parce que ça va cicatriser et au 2e degré profond et 3e degré, ça peut nécessiter une greffe. Au 3e degré, c'est indispensable qu'il y ait une greffe. Donc oui, si tu as du rab de peau, on va te prendre de la peau, on va la mettre là où tu as été brûlé et ta peau va repousser. Heu, mais plus tu es brûlé, moins tu as de zones saines, et moins tu peux, quoi, C'est ce qui tout était ton simplement. cas. Ouais. Et du coup, donc, toi, ils ont fait cette culture de peau, même si c'était aux États-Unis ou à ce moment-là? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, il y avait p aucune autre alternative, hein, pour le coup, donc c'était c'était assez récent parce que j'ai eu mon accident en 94 et la culture de peau, ça date de 89, donc c'était assez récent. J'étais le premier à en avoir sur le visage, donc voilà, il y a eu plein d'essais qui ont été faits, mais voilà à peu près, ma prise en charge et ensuite, donc je suis resté, 5 mois en réanimation et ensuite j'ai été pris en charge donc en SSR, donc en centre de rééducation, où là, je suis resté quasiment, 7 ans en tout, à peu près. D'accord, parce que du coup, les 5 mois en réanimation, c'était parce que, il y avait des risques. Est-ce que tu peux rejeter, les greffes de peau? Je peux rejeter totalement, une greffe de peau. Moi, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux, mais tu peux totalement rejeter une greffe de peau et les 5 mois de réa, elles sont indispensables pour, tout ce bah, déjà le temps de stabiliser ton pronostic vital, parce qu'il y a des motifs pour mourir quand tu es grand brûlé, il y en a beaucoup. Donc là, pour le coup, bah, c'est le temps d'être sécurisé, quoi, tout simplement. OK. Parce que toi, donc ta peau a été brûlée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des organes ou des choses comme ça qui ont pu être atteints? Alors ça dépend, les brûlures thermiques, donc le feu et l'eau, effectivement, tu vas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les organes ne prennent pas trop. Par contre, oui, selon les circonstances du feu, tu peux inhaler des fumées. C'est pas ouf. Après, ça fait moins de dégâts que si j'avais fumé pendant 30 ans, quoi, voilà. Oui. Mais donc non, mes organes, pour le coup, Ça, c'était OK. C'était juste, j'imagine, le risque infectieux. le risque infectieux, la peau est un organe et c'est le plus grand organe du corps humain. Un adulte, ça fait à peu près 2 m² de peau. Et du coup, bah, ouais, c'est ton premier bouclier, ce qui régule ta température. Donc sans peau, tu chopes, tout ce qui traîne, quoi. OK. Donc après, tu as été en centre de rééducation. Hem, Tu resté 7 ans parce que c'était le temps que tu réapprennes à vivre, Alors, je suis resté 7 ans, encore une fois, c'était une autre époque, aujourd'hui ça n'arriverait plus. Hem, Faut se remettre dans le contexte, c'était la première fois que quelqu'un avec autant de brûlures, survivait et donc aujourd'hui, on a plus à cœur de pas trop, déscolariser longtemps les enfants, de pas les couper trop de leur milieu naturel. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, si ça devait m'arriver, je resterais à peu près 1 an, contre 7 ans pour l'époque, ouais. Mais à l'époque, non, surtout que tu sais, tu es enfant, la particularité d'un enfant brûlé, c'est que la peau brûlée n'est pas extensible, donc il faut accompagner la croissance. Tu as des reprises chirurgicales un petit peu tout au long de la croissance et donc tu as des opérations, périodiques, 2 fois par an, 3 fois par an et donc avec les soins, la rééducation qui s'y prête. Donc tout ça, ça dure, longtemps, jusqu'à la fin de la croissance finalement, donc au moins jusqu'à vers 17 ans, tu es sûr de te faire opérer, quoi. et donc tu as pas été à l'école? Si, bien sûr que si, j'avais l'école, à l'hôpital. D'accord. Voilà, on avait une école, sur place, faut un peu imaginer ça comme une colo, quoi. Donc non, non, c'était chouette, mais oh non, j'ai pas été déscolarisé, rien. Et du coup, donc, aujourd'hui, ta peau, elle a été, brûlée, mais est-ce que tu as je vois, par exemple, au niveau de tes doigts, tu as perdu tes doigts, c'est... Mais en fait, les extrémités, c'est ce qui morfle en premier. Donc tout ce qui est, extrémité, bah, c'est ce qui va, être le plus difficilement sauvable et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que
J'ai j'ai été pris en charge un mois dans un hôpital, qui me pensait, mort et du coup, bah, ils ont pas bataillé des masses pour, limiter la progression. Donc donc voilà. Mais c'est pas rare de voir des très grands brûlés, avec des amputations de certaines phalanges, ouais. OK. Et pourquoi? Parce que le sang, c'est là où il part le plus vite? Parce que ouais, parce que, quand, il y a trop de destruction des tissus, c'est des vaisseaux qui sont très fins. Donc pour plein de raisons, ça peut entraîner des nécroses, facilement et des complications, qui fait que c'est plus simple, d'amputer. D'accord. C'est comment la vie en centre de rééducation, surtout quand on est ado ou pré-ado? Bah, moi, j'en ai des bons souvenirs pour le coup. C'était du handicap, donc on était vraiment il y avait de tout et puis, c'était quand même, alors oui, c'est régulé par les soins au quotidien, mais voilà, entre les soins, tu as les cours, tu as du divertissement, tu as les potes, donc au final, c'est quand même plus une ambiance, ouais, colo qu'hôpital. Tu l'as plutôt bien vécu, c'est Bah, je l'ai plutôt bien vécu parce qu'en plus, j'y suis resté suffisamment longtemps pour vraiment, que ça devienne une seconde maison, donc oui, du coup, je l'ai bien vécu, ouais. et tu pouvais sortir, peut-être pas au départ, mais après sortir par exemple le Alors les week-end? premiers mois, ouais, tu sors pas et puis au bout de 4-5-6 mois, j'ai commencé à avoir les premières permissions, donc le week-end, puis ensuite les vacances et les dernières années, je les ai fait en HDJ, ce qu'on appelle, donc en hospitalisation de jour. Donc j'avais déménagé pour être, suffisamment proche pour pouvoir rentrer, tous les soirs et j'y allais le matin, comme quand tu vas en cours, quoi. OK, et c'est comment les premières sorties? Parce que j'imagine qu'au centre de rééducation, c'est un peu un cocon où tout est adapté, où les gens ils vont faire plus attention. Comment ça a été tes premières sorties où tu t'es dit: «OK, bah là, faut que je réapprenne, là, c'est différent»? Bah, en fait, j'étais enfant, donc j'ai pas non plus trop eu à gérer ça, mais de toute façon, comme tu viens de le dire très justement, l'hôpital, c'est très sanctuarisé, c'est un cocon et donc l'extérieur et surtout pour un grand brûlé qui a des atteintes visibles, tu as tout un apprentissage psychosocial, le regard des gens et compagnie, donc forcément tout ce qui est extérieur à l'hôpital, c'est les premiers temps, c'est violent, quoi. Faut s'y habituer, donc oui, au début, tu es pas hyper à l'aise et puis ça, c'est avec le temps. Comment tu le vis aujourd'hui, le regard des gens? Ah, moi, je le vis bien parce que ça fait longtemps et je le vis bien parce qu'en plus, j'ai choisi la méthode, la plus extrême. Enfin, je m'expose beaucoup sur les réseaux, tout ça, donc vraiment, le regard des autres, j'ai choisi de le prendre, pleine poire, constant. Mais, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui à qui ça arrive, il y a pas de mystère, quoi. Il faut du temps, sortir de ses zones de confort mais ça prend des années, hein, et certains n'y arrivent jamais. Ça, après, on n'est pas tous égaux, donc voilà. Et comment, du coup, donc après, tu es sortie du centre, tu as repris une vie, normale? Alors je suis sorti du centre, j'avais 16 ans, vie normale, tout est relatif. J'étais justement sorti trop longtemps pour, avoir le courage de repartir au lycée, classique. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de pas couper longtemps les gamins du circuit et donc moi j'ai fini mon collège par correspondance et ensuite j'ai gratté, une année sabbatique à mes parents j'ai douillé mes parents et voilà, ça s'est éternisé clairement. Mais et puis après, quand j'étais jeune adulte, je me suis formé à certains trucs en autodidacte. Heu, j'ai lancé mon entreprise, enfin non, alors d'abord j'ai eu des enfants et ensuite, je me suis mis à mon compte en dépannage informatique et voilà et aujourd'hui, je je suis exclusivement sur, et les réseaux et les projets autour de la brûlure. On en parlera un petit peu tout à l'heure de ça, justement. Et comment ils ont vécu, tes parents, le fait de devoir, bah, t'accompagner, de te voir en centre de rééducation? Est-ce que aussi ton papa, il a culpabilisé en quelque sorte? Alors mon père, alors lui, oui, c'est vraiment une autre histoire parce qu'il s'est jamais vraiment remis, de l'accident. Il est mort il y a longtemps, il est mort, j'avais 20 ans,
21 ans. Et ouais, il s'est vraiment, il a passé le reste de sa vie à se punir, par culpabilité. Et ça, il y a pas grand-chose qui pouvait y changer ça. Ma mère de son côté, bah, elle a fait le taf, totalement. Elle continuait de s'occuper de mon grand frère, elle continuait de bosser et en même temps, elle venait me voir, aussi souvent que possible. Donc ouais, ouais, clairement, elle a pas c'est l'entourage proche, vit, le changement de normalité autant que la personne qui est victime et donc enfin voilà, l'hôpital, c'était chez moi, mais c'était aussi familier pour mes proches, quoi, pour le coup. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un parent où son enfant est grand brûlé? Bah, plus largement même que grand brûlé, c'est je suis souvent en contact avec des proches, des parents. Là, en début d'année, on a eu par exemple l'incident de Crans-Montana en Suisse, qui a touché beaucoup de jeunes et j'ai été contacté par beaucoup de proches et c'est toujours la même chose, c'est que les proches, en fait, ils ont du mal à légitimer leur, souffrance. Ils ont peur que leur souffrance, elle soit en compète avec, la souffrance des victimes et ils s'autorisent pas à prendre soin d'eux et du coup, il y a vraiment, besoin de leur dire que, c'est un cercle vertueux. Plus ils s'occuperont d'eux et plus ils seront plus aptes à soutenir, leurs proches, accidentés. Mais il y a vraiment, voilà, aujourd'hui, j'ai même tendance à mettre l'accent sur les proches plutôt que sur les brûlés directement parce que, par définition, le brûlé, il recevra toute l'aide disponible. Il est à l'hôpital, on va lui proposer des psys, on va lui proposer tout ça. Les proches, que dalle, c'est beaucoup les oubliés. Alors il y a des progrès, on essaye de faire de plus en plus, mais voilà, il y a pas de prise en charge psy, systématique, ni quoi que ce soit. Donc c'est important de les écouter et que enfin, moi je sais que même d'un point de vue traumatique, je pense que mes proches ont été bien plus atteints, que moi, psychologiquement. Donc non, c'est important de mettre l'accent sur les proches, ouais. Ok. Aujourd'hui, tu nous disais que tu as des enfants. Est-ce que c'est facile d'aller vers les autres? C'est-à-dire pour eux, pour moi? Non, pour aller vers quelqu'un, bah, du coup, ta femme ou ton ex-femme. Alors, il y a eu plusieurs périodes de ma vie, hein, ça a pas du tout été toujours pareil. Heu, la mère de mes enfants, je suis divorcé depuis longtemps, mais la mère de mes enfants, je la connaissais d'avant mon accident. J'ai grandi avec, je la connais depuis que j'ai 4 ans. Donc c'était encore différent. On a grandi ensemble, sur plein de points. Maintenant, encore une fois, il y a eu plusieurs époques. Dans mes relations sentimentales, j'ai connu une époque où c'était beaucoup plus compliqué parce que, j'avais pas les codes et j'avais pas la même confiance que je pouvais avoir en moi, qu'aujourd'hui et quand c'était le début d'internet donc pour les plus vieux qui écoutent ça, vraiment j'utilisais du MSN, des trucs comme ça, enfin on avait des trucs de discussion. Fallait que je vende, mon intérieur avant, d'aborder l'aspect extérieur. Donc il y avait beaucoup ça quand j'étais jeune. Heu, Après j'ai eu ma vie de couple, et d'autres histoires et là depuis que je suis sur les réseaux, bah, c'est totalement différent. Ça a totalement changé la donne parce que quand je me fais contacter sur les réseaux, c'est l'inverse. Les gens en fait me connaissent déjà, mieux que moi limite. Ils ont vu beaucoup de choses. Je me suis quand même exposé, enfin sous tous les angles, sur les réseaux. Donc j'ai plus à m'occuper de préparer les gens psychologiquement et tout. Enfin les gens qui aujourd'hui viennent me parler ont déjà, fait le processus, d'acceptation et même au-delà, donc on pourra y revenir aussi, mais ouais, Ils connaissent l'extérieur, ils veulent apprendre l'intérieur, ce que tu faisais à l'inverse à avant. puis même, le regard a évolué et ça, c'est aussi un truc que je fais depuis que je suis sur les réseaux, mais j'essaye toujours de pousser les limites. C'est-à-dire que quand tu grandis en étant différent, handicapé ou quoi que ce soit, hein, tu vois? Tu as une notion un peu qui est biaisée, où tu es vachement, ça c'est vachement mis en avant par le développement personnel, la beauté intérieure et tout, tu vois? Et il y a le côté, le goal, le graal, c'est un petit peu quand, en gros, tu vas tomber sur quelqu'un qui va ne plus faire attention à ton apparence extérieure et qui va aimer ton intérieur et qui, du coup, va comme un peu te faire grâce, de l'aspect physique. Donc ça, c'est un peu, pour beaucoup de gens qui sont différents, l'aboutissement.
En fait, je me suis rendu compte que non, il y avait des paliers après parce qu'en fait, non, tu peux aussi, plaire, tu peux, avoir des gens qui te trouvent séduisant, qui peuvent être attirés par, le fait d'être atypique et donc en fait, je me suis rendu compte que même dans les relations, il y avait vraiment des plafonds de verre, qu'on pouvait, repousser constamment et donc en fait, je j'ai redéfini aussi, bah et mes attentes et mes ambitions et tout un tas de trucs, quoi. Donc quand tu grandis, au début, tu penses un peu que tu peux, tu mets c'est même pas que tu mets la barre pas haute, c'est que tu mets pas de barre du tout. Parce qu'en fait, hein, tu es un peu en mode, bon bah, tant qu'elle est vivante et qu'elle respire, c'est la bonne et en fait, bah non. En fait, tu peux, avoir le droit, aussi, de pas de dire non, d'imposer des limites. Donc ça prend avec le temps et ça s'apprend aussi, ça se développe avec la confiance en soi. Donc heu, donc voilà, donc oui, ma vie sentimentale, elle a eu, plusieurs visages. OK. Tu as dû expliquer à tes enfants ce qui t'était arrivé? Non, non parce que alors ils ont posé des questions, mais en fait, on me pose souvent cette question, mais mes enfants ne m'ont pas connu, différemment qu'avec mes Mmh. cicatrices. Aujourd'hui, franchement, ils pourraient répondre à n'importe quelle interview à ma place parce qu'ils connaissent, ils sont même saoulés de m'entendre, répéter les trucs. Donc non, non, ils voilà, ils connaissent, en fait, ils ont connu l'histoire avec le temps, tout simplement, voilà. Donc ouais, non, ils sont au fait de ça. Et est-ce que, des fois, parce qu'on sait que les enfants, ils sont pas forcément gentils entre eux, est-ce qu'ils ont dû faire face à des camarades qui pouvaient avoir, des réflexions méchantes ou Alors, des questions aussi? étonnamment, non. Des questions, oui, beaucoup. Des réflexions méchantes, pas trop. Ça a été un point de vigilance parce qu'on avait peur, avec leur mère que ça puisse être le cas. Alors, il doit y avoir différents facteurs. Peut-être que, voilà, on est à la campagne, ça doit peut-être aussi jouer. Mais en vrai, non. J'ai même été agréablement surpris parce que, récemment, ils sont passés par la case collège et bah, selon les interventions que j'ai pu faire à droite à gauche, il y en a qui sont remontés plus auprès des jeunes ou quoi que ce soit et donc bah, littéralement quand j'ai fait ma première interview avec, Thibaut InShape, bah, c'est beaucoup regardé par les jeunes. Bah, littéralement, ils ont eu des retours de gens des gamins qui venaient les voir pour leur dire, «Bravo» machin. Donc en fait, là où je pensais que ça aurait, généré peut-être, des interrogations et tout, non, les gamins, ils étaient très, très bienveillants. Donc est-ce qu'on est bien tombé? Mais non, je pense que les jeunes sont assez ouverts. On a, on tape beaucoup sur les réseaux et parfois à juste titre, c'est un outil, mais donc il est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'on en fait. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aborde souvent. Moi, dans les années 90-2000, heu, il y avait pas l'accès aux réseaux sociaux comme aujourd'hui. Quand je sortais dans la rue, les gens, il y en a, ils changeaient de trottoir. Aujourd'hui, quand je sors dans Paris ou n'importe où, les gens te calculent, mais enfin, vraiment, aujourd'hui, un gamin de 12 ans sur TikTok, il a vu bien pire qu'un grand brûlé, quoi. Ce qui était pas le cas, il y a, 20 ans, hein. Donc donc ouais, ça a quand même et puis c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'exposer, hein. C'était pour diluer, pour banaliser un petit peu l'image, et je vois que ça fonctionne. Parce que les gens qui me suivent, la communauté, j'interroge régulièrement les gens et voilà, les gens font attention les 2-3 premières fois, puis après, ils passent totalement outre et donc je pense que ça fonctionne, de banaliser comme ça. Comment tu le vis justement des fois le regard des gens? Soit de juste ils se posent des questions ou des fois tu as, le regard des gens qui est insistant, comment tu arrives à le vivre ça? Franchement, les regards alors avec le temps, tu apprends à reconnaître, les différencier et puis c'est aussi ce que je dis beaucoup à des jeunes, des moins jeunes, hein, qui vivent, la brûlure. Quand je dis jeunes, c'est dans le processus, des jeunes brûlés quoi, mais qu'ils soient adultes ou jeunes. Mais il y a quand même la notion de, tous les regards sont différents et on attire aussi ce qu'on dégage. Moi je le vois, hein, quand tu sors dans la rue et que tu regardes par terre et que tu te caches, tu attires pas les mêmes regards que quand tu souris aux gens. Ça, c'est une chose et puis, Et ça je dirais c'est pour, tout le monde pareil? ça vaut pour tout le monde, mais Ouais. quelqu'un qui est différent pourrait tout de suite se mettre dans une position de victime. Oui.
et la personne qui regarde est l'agresseur. Or, bah non, enfin regardez, moi, je suis grand brûlé, je ne croise jamais de grand brûlé. Si demain je croise un grand brûlé dans la rue, mon regard va être attiré. Alors évidemment, je vais pas aller l'agresser, voilà, mais tu es forcément attiré par, la différence. Enfin, on est câblé comme ça, en fait. Après, il y a l'éducation qui vient s'ajouter en surcouche, de ça et mais enfin franchement, en France en 2026, jamais personne m'achetait des cailloux, dans la rue, parce que voilà, donc en fait, t'as des re oui, tu franchement les regards gênants, heu, genre les gamins qui se mettent à hurler, à pleurer, machin, c'est arrivé, heu, c'est arrivé 4 fois dans ma vie, 5 fois dans ma vie, quoi, donc c'est vraiment très anecdotique. La plupart des gens, ils regardent parce qu'ils connaissent pas. Il y en a qui osent poser des questions, d'autres qui n'osent pas, mais Toi, t'es OK avec le fait qu'on te pose des questions? ouais, mais après rarement sont ceux qui osent, hein, Ouais. vraiment, mais après c'est ce que je dis aux gens. Vous êtes, maître, de votre histoire. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez répondre. Si vous avez pas envie, vous répondez pas. Si vous avez envie de dire des conneries, vous pouvez aussi. En fait, non, mais c'est important parce que les gens qu'ils aient conscience qu'ils doivent rien à personne. Si tu estimes que raconter ton histoire, ça va moi j'aime bien le faire parce que je pense que les gens quand ils sont éduqués et tout, bah, après, hem, en fait, une des motivations que j'ai eues quand, je me suis lancé sur les réseaux, c'est de me dire, heu je suis considéré comme le plus grand brûlé du monde. Donc je me dis: «Je suis, très impressionnant, en termes de brûlure pour, plein de gens» et donc je me dis que si les gens, s'habituent à me voir, bon, bah, la seconde fois qu'ils croiseront un autre brûlé, heu, ils seront moins surpris, tu vois? Donc le regard sera moins insistant et c'est souvent ce qui se passe, hein, en vrai, donc Donc un des conseils pour toi, ça serait, ne pas baisser la tête justement, en fait? ouais, mais après ça, c'est facile à dire, hein. Oui. Il est longtemps baissé, hein. Mais en fait, c'est voilà, c'est sortir de sa zone de confort et au début, c'est ridicule, hein, des fois sortir dans la rue, aller chercher du pain et il y en a pour qui c'est, le bout du monde. Mais petit à petit, enfin honnêtement, hein, moi mes premières zones de confort, aller au cinéma ou au McDo, c'était un exploit. Aujourd'hui, je peux prendre la parole devant beaucoup, beaucoup de gens, je m'en fous. Donc en fait, tu t'en rends pas compte, mais ta zone de confort, elle s'élargit vraiment. Ouais, petit à petit, Voilà, c'est ça en fait. ouais, faut pas se dire: «Ah, je pourrais jamais, retourner devant, aller me promener dans la rue», mais juste, hop, faire des petits pas petit à petit. C'est pour ça que juste commencer par des petits objectifs, heu, un truc qu'on fait souvent au début, quand on organise des sorties pour, dans les hôpitaux par exemple, bah, le cinéma, c'est un bon compromis au début parce que le cinéma, l'air de rien, c'est un espace public, mais tu es quand même, dans l'ombre, tu es tamisé, donc ça permet que ils se les de se faire oublier et donc il y a plein de jeunes brûlés, c'est un bon compromis au début, tu vois? C'est assez protecteur le cinéma pour ça, donc voilà, puis après, un pas après l'autre. Mais c'est vrai que je il y a un peu un côté, inégal, c'est que beaucoup de brûlés je fais beaucoup appel aux chiffres, mais il y a pas d'études, qui ont été faites, de stats et tout, autour de ça, mais il y a, heu, il y a 400 000 brûlures par an, il y en a 8 000 par an qui nécessitent une hospitalisation et donc on va dire qu'il y a, voilà 8 000 brûlés qui s'ajoutent, aux chiffres des brûlés déjà existants, puisque par définition quand tu es brûlé, tu le restes et donc bah, tous les ans, il y en a 8 000 de plus. Moi, je vais à Paris, je vais dans les grandes villes, j'en croise jamais et donc bah, supposition, ou pas, mais bah, ça reflète un certain isolement, je pense, c'est même sûr et donc beaucoup de brûlés aussi leur avenir, il va se définir par leur première sortie. Si, quand ils sortent la première fois, vraiment l'expérience elle est horrible, ils vont pas reproduire, l'expérience, de sitôt. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, ouais. C'est pour ça que c'est important, bah, d'éduquer la population là-dessus quoi, de l'informer. Là, on voit ce qu'il y a eu depuis le mois de janvier là sur la Suisse, sur Crans-Montana, ça a permis, d'ouvrir une fenêtre d'exposition qui fait que les gens,
se sont intéressés, les gens ont vu plus de brûlés et tout ça, ça contribue, encore une fois, à diluer, la brûlure, dans la société, ouais. Les réseaux sociaux, toi, quand tu t'es mis dessus, l'objectif, c'était, j'imagine, un, de sortir de ta zone de confort, de continuer à l'étendre, et deux, de partager beaucoup pour que ça devienne plus naturel chez les gens. En fait, il y avait vraiment beaucoup d'objectifs. Il y avait, ma zone de confort, oui, c'était un bonus, mais c'était pas un des buts. Les buts, c'était de banaliser l'image, de démocratiser la brûlure, de me rendre aussi disponible pour, parler et rencontrer, d'autres personnes brûlées qui voudraient, en fait, encore une fois, à mon époque, je suis loin d'être le seul brûlé qui s'expose, sur internet et on n'avait pas les réseaux et donc il y avait beaucoup de questions, typiquement, voilà, aujourd'hui, on va y revenir après, mais je suis patient expert, j'interviens dans des hôpitaux, quand je rencontre des ados, même des plus jeunes, parce que quand c'est les plus jeunes, c'est les parents, mais quand c'est les ados, c'est eux directement, mais la question de toute façon, elle est redondante et c'est tout le temps la même, c'est, est-ce que je vais, trouver l'amour? Est-ce que je vais avoir quelqu'un? C'est vraiment la question qui revient le plus et hem et en fait, nous, à l'époque, on se posait la même question, mais il y avait pas de référent, il y avait personne à qui s'identifier. Aujourd'hui, sur internet, que ce soit tu des femmes brûlées, tu as des hommes brûlés, des jeunes, des moins jeunes et du coup, tu peux trouver quelqu'un qui va témoigner de l'après. Là où avant, tu étais obligé un peu de faire ta propre expérience. Moi, j'ai pu savoir qu'un brûlé pouvait trouver l'amour quand je l'ai trouvé, en fait. Alors que là, aujourd'hui, des fois, juste, je vais rencontrer des gens, juste, ils voient quelqu'un qui a été brûlé à 97 qui s'est marié, qui a eu des enfants. Ça suffit, en fait, à alléger, beaucoup de leur, ils vont quand même galérer, ils vont quand même, devoir faire leur parcours, mais ils voient que c'est possible. Ça les rassure. Donc ça, les réseaux pour ça ont vraiment, été un outil, bien. Donc ça, c'était une des grandes motivations à me lancer sur les réseaux et puis voilà ouais, franchement, ça a porté pl sur plein de points donc Est-ce que des fois, ça t'a saoulé que tout tourne autour de tes brûlures? Que ce soit parce qu'aujourd'hui tu es patient expert, parce que quand on te voit, j'imagine que dans les conversations, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Est-ce que des fois, tu te dis, je me définis pas que par ça? alors, ça m'a pas saoulé parce que ça ne dépend que de moi que ce soit pas le cas. C'est-à-dire que oui, c'est l'arbre qui cache la forêt pour plein de points. Les gens, ils, ils voient que ça au début, mais en fait, très rapidement, les gens apprennent à te connaître et ils voient que ça te même aujourd'hui, mon contenu sur les réseaux, je parle de brûlure, mais je parle aussi de sentiments, de sexualité, de psychologie et donc en fait, l'idée, c'est de parler de normalité tout en parlant de brûlure pour finalement, montrer aux gens que, aujourd'hui, j'ai 41 ans et quand je parle de mes, échecs, sentimentaux, de mes foirades, de mes dates, de machin, en fait, tu amènes de la normalité et en fait, les gens, ils disent: «Bah, oui, en fait, la vie, elle sa vie, elle est pas si différente, que ça». Donc non, mais je pense que oui, ça peut être un point, une problématique pour plein de gens, de pas réussir à faire oublier leurs différences. Encore une fois, hein, on parle de brûlure, mais n'importe quoi d'autre. Mais voilà, ça nous ça fait partie de nous, mais ça ne nous définit pas. Donc après ça, c'est dans le discours, hein, que tu arrives à ou pas le faire oublier, quoi. Et donc aujourd'hui, tu es patient expert. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça consiste? Donc en fait, 1 an à peu près après m'être mis sur les réseaux, ça fait quoi? Ça fait 4 ans là que je suis sur les réseaux. J'ai été contacté par, l'hôpital dans lequel je suis resté 7 ans, qui ne me connaissait pas parce que, les équipes avaient changé depuis bien longtemps. Mais en fait, les ARS, donc les agences régionales de santé, ont développé donc maintenant il y a une petite quinzaine d'années, ce qu'on appelle les programmes ETP. Donc c'est, l'éducation thérapeutique. Heu, c'est c'est de plus en plus développé, ça vise à horizontaliser la relation patient-médecin qui avant était très verticale, où tu avais le médecin qui donnait les consignes et toi tu les suis bêtement. On s'est rendu compte que,
un patient qui était acteur de sa pathologie était plus performant et ça il y avait une diminution des complications et des coûts de santé, parce que la motivation, c'était les coûts de santé et donc c'est vraiment, vertueux sur, plein de points et donc ça existe depuis, maintenant, plusieurs années et dans ce cadre-là de l'ETP, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, les ARS ont décidé de développer ce qu'ils appelaient donc le programme patient expert. Ça porte plusieurs noms, patient partenaire, patient ressources, mais en gros, c'est le partenariat patient où, qui est très développé dans d'autres pays, où en fait, on s'est rendu compte que, quand tu fais rentrer un ancien patient, au cœur de l'équipe médicale, il y a un complément d'expérience qui est qui est bénéfique pour les patients. C'est-à-dire que là, moi, j'ai intégré une équipe de médecins, infirmières, kinés, ergo, tous les corps de métier médical qui suivent un brûlé et en fait, eux, ils ont, voilà l'expérience, en phase aiguë, ils savent quoi faire et ils connaissent très bien. Par contre, derrière, une fois que le patient va rentrer chez lui et qu'il va devoir gérer, bah, l'aspect psychosocial, les complications, même, des fois les régimes alimentaires pour entretenir ton corps et tout, bah, ça, en fait, ils sont zéro, enfin, ils connaissent pas et là, moi, j'arrive avec cette expérience-là et donc ça a permis vraiment de compléter l'offre et de beaucoup plus aider, et puis ça permet aussi parce que le milieu médical, ils ont une limite, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le patient va pas pouvoir s'identifier et donc il y aura toujours un moment où il y aura un mur où le patient pourra leur dire, «Bah, vous pouvez pas comprendre ce dont je parle». Voilà, alors que là, quand je parle avec eux et qu'on intervient, bah, voilà, non seulement il y a l'équipe médicale, on travaille nos séances et nos réunions en amont avant, on travaille vraiment ensemble et du coup, bah, le patient, il sent qu'il y a quelqu'un en plus dans l'équipe qui sait de quoi il parle. Donc en fait, ça rend plus crédible encore ce que va dire, l'équipe médicale et donc c'est très bien que ce genre de choses se développent et il y a des pays, par exemple au Canada, les patients experts sont carrément intégrés dans la conception des hôpitaux, pour les plans et compagnie. Parce que des fois, les patients vont penser à en termes d'accessibilité, de besoins, des choses que les professionnels vont pas forcément donc en fait, il y a vraiment, ça se marche pas dessus. Je suis pas médecin, mais il y a vraiment, une complémentarité qui est ouais, 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 une vraie collaboration, clairement. Et donc, par exemple, il y a une personne qui va arriver à l'hôpital parce que, elle a été brûlée. Toi, tu la prends au départ du parcours, tu l'emmènes jusqu'au bout, ou c'est plutôt, je sais pas, ça peut passer d'un patient expert à un autre, ou... Alors pour l'instant, les patients experts en France, sur la brûlure, j'en ai pas croisé d'autres. C'est en train d'arriver. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut quand même choper un brûlé qui est alors déjà, il faut choper un brûlé, déjà et puis, heu, il faut enfin moi, je sais qu'avant d'être patient expert, j'ai fait 1 an de psycho pour être sûr de pas dire de conneries, mais je connais beaucoup de brûlés. Je sais pas si j'en connaîtrais beaucoup qui pourraient être patients experts parce que faut pas faire de transfert, faut pas faire de contre-transfert, faut pas chercher à se soigner à travers, le fait que toi tu vas prendre par exemple, il y a la temporalité. Moi, quand je parle avec un patient, j'ai conscience que moi, je lui parle avec 30 ans de recul. Lui, je lui parle alors qu'ils sont encore dans la période où ils font des cauchemars, ils ont du mal à parler de leur accident et en fait, il faut pas du tout que j'anticipe les questions parce que si je lui disais au jeune brûlé que je rencontre tout ce qui l'attend, je lui ouais, il est pas prêt et en même temps, donc en fait, il faut vraiment voilà, je réponds à leurs questions, mais il y a la posture, elle est très, ça s'apprend. J'ai mis longtemps même moi à l'apprendre et du coup, ouais, je pense que ça demande d'être à l'aise dans ses baskets, d'être en acceptation totale de soi-même. Je pense que c'est pas si évident que ça, hein. Donc Oui, toi, tu sais tellement ce qui va se passer, oui, comment ça va se passer, qu'il faut pas que tu le racontes trop vite. en plus, mais c'est parce que j'ai aussi cette faculté, moi je l'ai vu là quand, j'ai parlé aux jeunes de Crans-Montana, j'ai toujours eu ce truc-là de mettre un mur entre mon vécu et le leur. C'est-à-dire qu'ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, ça ne me fera remonter aucune émotion de mon accident. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens là qui ont voulu aider. J'ai plein de proches brûlés qui ont voulu aider pour Crans-Montana.
ils ont vite fini chez le psy, hein, parce que ça leur a fait remonter, tous leurs traumas, tous leurs machins. Donc je pense que c'est quand même assez délicat. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y en a pas beaucoup, mais ça va se démocratiser, hein. Hem, bien sûr. Et du coup, j'ai oublié ta question de base, mais Je sais plus laquelle elle était. Ah si, est-ce que tu accompagnes un patient du début à la fin? bah, en fait, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que le TP, c'est pas imposé. On leur propose, on leur donne, tous les bienfaits. On essaye de les avoir. C'est difficile de tous les avoir parce qu'il y en a qui restent très peu de temps, donc il faut les choper au vol et puis normalement, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Or, les séances, enfin les hospitalisations sont de plus en plus réduites, donc il y en a qu'on voit qu'une fois. C'est pour ça que c'est vraiment en voie de construction et de développement. On est en train de créer des outils, mais il y a même des hôpitaux qui commencent à faire de l'IETP, c'est-à-dire de proposer de l'ETP après, quand les enfants sont rentrés chez eux, en distanciel. Il y a plein d'autres options qui n'existent pas encore, mais qui sont en train de se mettre en place parce que, l'idée, c'est vraiment de pas les lâcher et de leur, proposer, Oui, d'accompagner au mieux et pas juste un temps, surtout s'il est de plus en plus oui, réduit. bien sûr. Donc oui, on essaye de les choper au plus tôt de leur arrivée. Des fois c'est souvent les parents quand on est aussi en hôpital pédiatrique et et voilà. Qu'est-ce qui t'a permis d'accepter 2, ta brûlure, l'accident? le temps. Le temps et puis, la chance aussi je pense parce que tu as quand même, bah, c'est ce que je dis, je dis, je le discours que j'ai, c'est parce que, bah, quand je parle, je j'ai eu des relations sentimentales, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai bossé. Aujourd'hui, au bilan de ma vie, ça m'a apporté plus que ce que ça m'a appris. Mais je sais que si je change quelques éléments dans ma vie, je change totalement mon discours. Parce que, bah, j'ai aussi connu des brûlés qui ont vécu l'isolement, qui sont restés seuls et donc je pense que j'aurais pas du tout le même discours. Oui, c'est parce que toi, tous tes doutes, ils Bah, ont été voilà, balayés parce que tu les as vécus. Tu as c'est vécu. ça et du coup, bah, même si ma personnalité, elle est faite comme ça, il y a aussi, bah, alors en fait, c'est difficile de dire, j'allais dire les astres se sont alignés. Oui et non, parce que, bah, j'ai fait aussi ce qu'il fallait pour, T'as permis qu'ils s'allient. mais quand même, heu, bah, ça s'est bien goupillé pour moi et donc du coup, j'ai ce discours-là. Mais je ferais pas le malin si ça avait été différent, quoi, donc ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des séquelles encore de ça? Donc, tu as tes cicatrices, mais est-ce que, par exemple, tu dois encore avoir des rendez-vous médicaux, des suivis? Alors, j'ai des suivis, pour les plus observateurs, il me manque un bras et du coup, heu, ça c'est récent. Mon bras, ça fait 3 ans que je me suis fait amputer. Et ça, c'est une des complications dont on ne parle pas assez, au brûlé et ce qui est normal aussi, mais beaucoup de greffes, quand elles sont mal entretenues, peuvent développer des cancers et moi, je savais pas et du coup, j'ai vraiment déconné totalement. C'est-à-dire que, Bref, mal entretenu. bah, ça veut dire qu'en fait, un brûlé va être amené la peau, elle est pas extensible et donc selon comment tu l'entretiens, elle peut être amenée de temps en temps à craquer par endroits, à faire des petites plaies. Ces plaies-là, si tu les laisses traîner et que tu les exposes au soleil, ce genre de choses, hem, ça peut, dégénérer en ce qu'on appelle en plaies, donc des carcinomes. En fait, c'est des plaies cancéreuses. En gros, ta plaie, elle essaye de cicatriser, elle n'y arrive pas et à force d'essayer, si elle subit des altérations comme le soleil et compagnie, les cellules, elles vont finir par être, pas comme elles devraient être et du coup, c'est ce qu'on ça fait des cellules cancéreuses. Donc elles sont limitées à la plaie, mais c'est important de le savoir parce que normalement un brûlé est censé se faire, par exemple contrôler une fois par an par un dermato. D'accord. Ce que toi, t'as pas Ce que fait, moi si j'ai je pas fait, comprends bien. c'est ça. Moi j'ai eu une plaie au coude que j'ai dit: «Ouais, je verrai plus tard», mais le plus tard s'est transformé en 4 ans, Un heu, vrai plus tard. un vrai plus tard. Quand je vois que ça commençait à être, quand même là,
l'Os est pas loin, je suis parti faire du rafting dans l'Aveyron. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait tous les mauvais choix possibles parce que justement, j'avais pas été assez informé. Et moi, j'étais en mode, bah, je vais aller à l'hôpital, ils vont me faire une greffe, un truc comme ça. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont vu flou. Alors 2 semaines après, j'avais plus de bras. Et du coup, bah, je m'en sers un peu aussi aujourd'hui. C'est compliqué parce que quand j'ai rejoint le programme Patient Expert, justement, je leur ai dit, c'est pas normal. Euh, Surtout moi, à mon niveau, j'ai connu tellement d'hôpitaux et de médecins, c'est pas normal que je sois pas au courant de ça. Et eux, ils me disaient, bah ouais, mais en fait, on peut pas. Parce que quand on reçoit un brûlé et qui est pas encore dans l'acceptation de sa brûlure, déjà, on lui met une montagne devant lui. Si en plus on lui dit que 20 ans après, il risque un cancer, ça fait beaucoup. Et donc là, on essaie de trouver des compromis de, bah oui, mais en fait, à un moment donné, alors peut-être pas au tout début, mais quand vous savez que vous allez le perdre dans la nature, quand il aura fini son cycle d'opération et tout, le dire. Donc là, ça commence à évoluer, on commence à plus en parler. Moi, j'essaye aussi d'en parler sur les réseaux. Mais donc, pour répondre à ta question, la surveillance, elle va se faire surtout à ce niveau-là, du corps, c'est-à-dire éviter de trop s'exposer au soleil, mais comme n'importe quelle cicatrice, hein. Quelqu'un qui a une cicatrice, quelle qu'elle soit, on évite trop le soleil. Ça veut pas dire qu'on peut ne pas aller au soleil, mais on va pas bronzer, sur la plage, quoi. Ça, c'est pas bon. L'hydratation est très importante puisque, des brûlures vont être, soumises à les extrêmes. On n'apprécie pas ou le trop froid ou le trop chaud. Ça, en général, c'est pas voilà, hydrater sa peau, bien manger. Moi, je me suis rendu compte que l'alimentation avait un grand, grand rôle parce que, bah, ma peau, elle est pas extensible, donc plus je prends de poids, plus ma peau tire. Donc je dois maintenir mon poids quand même dans une fourchette, raisonnable. Donc ça implique aussi de bien. Oui, parce que même si on a mis en culture ta peau, elle réagit. C'est une plaque qui, entre guillemets, enfin, mais qui bouge pas. Bah, en fait, je saigne, elle cicatrise si je me coupe, mais elle n'a pas la faculté, la souplesse de la vraie peau. Tu peux pas la pincer, et donc tu dois faire gaffe à ça. Puis après, ça dépend des brûlures aussi. Moi, par exemple, je sais que, bah, quand je fais du sport, j'ai des pér l'été, je fais du sport ou très tôt ou très tard parce que, la peau brûlée ne transpire pas et donc ça veut dire que je peux transpirer globalement que sur 3 de mon corps et comme la transpiration, bah, ça sert à réguler, la température corporelle, bah, si je fais du sport et qu'il fait chaud, je vais tout de suite monter en température. Donc en fait, tu apprends à connaître ton corps comme ça avec le temps et et voilà et puis, la plus grande complication qui ça par contre est universelle à tous les brûlés, c'est la seule chose qui reste dans le temps, c'est pas la douleur, c'est beaucoup les démangeaisons et donc ça, c'est pareil, il faut apprendre à bien s'occuper de sa peau. Pourquoi les démangeaisons? Alors on ne sait pas trop. Il peut y avoir un peu de circulation du sang, mais il y a beaucoup aussi de terminaisons nerveuses qui ont été, touchées quand même et donc on s'est rendu compte que et puis la sécheresse parfois peut créer aussi ça. Mais ouais, c'est un vraiment, tu prends 100 brûlés, les 100 te diront que les démangeaisons, c'est ce qui reste, dans le temps, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, t'as plus mal, par contre. Non, plus depuis très longtemps. Non, non, vivre dans un corps brûlé, j'essaye souvent de prendre la métaphore pour que les gens comprennent. C'est le c'est inconfortable, c'est pas douloureux. C'est un peu comme, quand tu sautes dans une piscine, en jean. T'as le côté tu les vêtements qui sont, voilà, dans des vêtements trop serrés. C'est un petit peu, être comme ça, quoi. Donc c'est pas, c'est chiant pour faire certains trucs, mais c'est pas douleur, tout le temps. Ok. Du coup, aujourd'hui, t'as accepté, tu le vis plutôt bien, en fait, ce qui t'est arrivé? Bah, je le vis bien parce qu'aujourd'hui, au bilan, ça m'a apporté, bah, plus de choses. Parce qu'en fait, je j'ai eu globalement ce que j'aurais eu si j'avais eu une vie classique, la famille, tout ça et pour autant, bah, ça m'a fait avoir une vie, atypique. Enfin, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés avant. Aujourd'hui, ça me permet d'être, de pouvoir prendre la parole là-dessus et de pouvoir intervenir, aider, sur plein de points différents. C'est vrai, il y a les réseaux, il y a le patient les trucs patient expert. J'ai à côté de ça, j'ai aussi je fabrique des outils, éducatifs. Là, il y a 2 ans, j'ai fait un livret scolaire, pour les écoles pour, réintégrer les patients qui sortent d'hospitalisation.
Heu, je travaille sur, un jeu de société pour la prévention. Enfin, vraiment, il y a ça m'a permis vraiment d'amener plein de cordes à mon arc et j'ai encore des projets, qui arrivent en permanence et donc voilà, bah, tout ça forcément je l'aurais pas eu. En fait, ça a vraiment enrichi ma vie sur plein de points. Donc heu, donc heu, donc pour je trouve que oui, c'est cool. J'ai une question que j'aime bien poser et que je trouve à la fois très délicate. Mais est-ce que si aujourd'hui il fallait revivre ton accident pour avoir la vie que tu as aujourd'hui, tu le revivrais? C'est la fameuse question de la baguette magique, mais non, enfin plein de gens et je pense que c'est la plupart des réponses que les gens donnent, c'est que, il y a l'effet papillon. Si tu changes un truc, tu changes tout et donc du coup, heu, est-ce que je m'amuserais à toucher à enfin je sais qu'il en faut peu pour pas que j'ai mes enfants, il en faut peu pour pas que j'ai eu ce truc-là donc globalement non. C'est ce que je dis souvent, j'habite en région parisienne, hem, je sais pas ce que j'aurais fait comme études, mais je serais peut-être devenu un pur connard en fait, je j'ai pas envie de prendre le risque. Mais j'aime bien des fois faire des scénarios alternatifs, mais est-ce que je ferais quelque chose d'aussi gratifiant que maintenant? Je suis pas sûr quand même. Ce serait différent, donc voilà. Mais là, globalement, non, j'évite de toucher aux choses. Puis ça t'a sûrement permis aussi en fait, d'avoir un regard sur la vie complètement différent parce que bah, de s'intéresser à l'essentiel, de comprendre plein de choses différemment, d'avoir un rapport aux autres aussi différent, dans plus peut-être de compréhension. Bah, ça, c'est un peu ce que plein de gens qui ont un handicap vont aussi te dire, c'est, oui, alors, faut faire attention aussi aux belles phrases parce que oui, tu prends conscience de la valeur des choses, machin. Après, chaque minute, chaque heure de ma vie n'est pas dédiée à sauver le monde, hein, je peux passer des week-ends à rien foutre devant Netflix, sans aucun problème, hein. Donc tu fais pas de ta vie, une mission de chaque instant. Oui. Mais globalement, oui, tu relativises quand même sur plein de trucs et 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 oui, tu vois les choses différemment et puis même sans parler des principaux concernés, tu prends des enfants de personnes qui ont un handicap, souvent ça fait des enfants qui sont plus tolérants, ouverts à la différence. Moi, j'ai très rapidement eu cette impression d'avoir vécu, oui, plusieurs vies, en une vie, donc là-dessus, ouais, je trouve que c'est enrichissant. Donc oui, oui, bien sûr, c'est une expérience de vie, ouais. Si tu avais des conseils à donner ou des choses à dire aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Bah, de pas se laisser endormir justement par les belles phrases. En ce moment, j'ai un peu un cheval de bataille, je on voit du développement personnel partout, sur internet et ça peut être très, encourageant de donner des clés aux gens pour, leur donner des outils pour que ça aille mieux dans leur vie. Mais ça peut aussi créer une injonction. Il y a cette espèce d'injonction au bonheur, sur les réseaux. Je dis souvent que les gens ne publient jamais leurs échecs, mais tu peux vite, quand même avoir l'impression que tout le monde va bien. Moi, souvent, j'ai des gens qui me disent: «Ah mais toi, tu vas tellement bien», et qui culpabilisent de pas réussir, eux, à aller bien. En fait, je dis: «Bah» c'est pour ça que je dis que c'est important aussi de publier aussi quand ça va pas, mais de montrer qu'en fait, avancer, c'est en dents de scie. C'est pas tout le temps, linéaire, c'est pas tout le temps ça va ou ça va enfin, le tout, c'est de mais il y a des jours où on n'a pas envie, des jours, et c'est même pour ça que des fois je dis aux gens, le regard des autres, il y a des jours où vous allez, sortir et vous allez vous en foutre et il y a des fois où vous aurez pas envie de le supporter, vous aurez pas envie de sortir. En fait, c'est important aussi de s'écouter et d'être, de pas vouloir le trop est l'ennemi du bien et il y en a, ils veulent trop en faire, être dans l'acceptation totale. Heu, la confiance en soi, tout ça, c'est un travail un peu d'une vie. Moi, il y a des fois où j'ai excessivement confiance en moi, il y a des fois où j'ai pas du tout confiance. Enfin, c'est pas acquis en fait, tu vois? Comme tout le Bah, monde. ouais, voilà et donc c'est bien aussi des fois de juste dire, «Ouais, on souffle, c'est pas un concours, c'est pas une compète, si là tu vas pas bien, tu vas pas bien, puis» mais en fait, ouais, de pas toujours leur dire, il faut absolument, qu'ils soient heureux en chaque instant, enfin donc parce qu'il y en a qui se mettent la pression vis-à-vis de ça. Ouais, de se dire: «Il faut que j'ai une vie, enfin, faut que je Ouais, vive, c'est ça, à 1000 à l'heure, que je fasse plein de choses». j'en parle aussi régulièrement mais tu vois, quelqu'un qui a un handicap, il y a un biais psychologique. Il faut un peu que tu justifies pourquoi la vie t'a donné un handicap. Donc en fait, le fameux truc de la mission
tu vois? Les gens qui ont une différence, souvent, ils sont là en mode, «Ça m'est pas arrivé pour rien, j'ai une mission et tout» et ça peut être vrai, tu vois? Si tu peux utiliser ton expérience, pour aider les autres, c'est méga cool, mais heu, bah, tous les gens qui ont eu un handicap vont pas trouver un remède contre le cancer et il y a ce côté, moi, je sais que j'ai grandi avec des gens qui me disaient, heu: «Faut que tu fasses des choses, faut que tu écrives des livres, faut que tu fasses des machins et tout» et en fait, bah, ça te fout une pression parce que tu as l'impression que si tu fais pas des grandes choses, tu as raté ta vie, quoi et donc il peut y avoir aussi, une pression. Tu peux, avoir un handicap et juste vouloir, Reprendre ta vie, voilà, d'avant, travailler, enfin ouais, chacun, tu pas de compte à rendre, quoi. Donc ouais, quand je donne des conseils, en général, j'essaye de pas donner de conseils, justement. D'ailleurs de et c'est ce qu'on fait à l'hôpital, c'est on leur donne des outils, mais en fait, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. C'est si tu pas envie de sortir, sors pas, en fait, Moi, je t'ai dit comment moi j'ai fait et si ça peut t'aider, bah, fais inspires-en toi, mais je dis pas que c'est la formule magique, hein. Donc oui, c'est des choses qui, toi, t'ont permis, enfin, qui t'ont aidé. Après, tu transmets ça aux gens. Est-ce que ça va les aider ou pas? Est-ce qu'ils vont le prendre ou pas? Et je pense aussi, ça va peut-être pas les aider à un instant T, mais quand le temps va passer, à un moment donné, ça reste quand même moi, et mon ça fait truc, son c'est juste chemin. de leur dire: «Voilà, vous arrivez à un point où vous pensez qu'il y a plus d'après, que c'est un stop. La vie, elle vous met un gros stop. Moi, je suis là pour dire: "Bon, bah, il y a un après, je vous montre comment une des formes qu'il peut prendre". Donc juste, je dis ça, en fait. Je dis: «Voilà, il y a un après. Ceux qui en doutent, il y a un après». Après, à chacun de le construire, là, pour le coup, donc Est-ce que une aide psychologique, pour toi, c'est essentiel? c'est essentiel. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais c'est quelque chose qui est très aléatoire. Ça va dépendre du psy, ça va dépendre du lieu, on va pas forcément te la proposer au même, moment. Donc moi, par exemple, typiquement, j'en ai quasiment jamais eu. C'est quand j'étais jeune, on m'a obligé de voir un psy, mais ça passait pas du tout. Il y a pas de spécialisation brûlure en psychologie, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que c'est des psys qui bossent en hôpitaux pédiatriques, qui choisissent de s'intéresser à ça. Mais il y a quand même une notion, il y a des choses à aborder. Tu abordes la notion de deuil, beaucoup, en brûlure. Pas que vis-à-vis de la mort, mais le deuil de ton apparence d'avant, tu as beaucoup de choses, à ce niveau-là. Donc je pense quand même que ça demande des connaissances. Heu, ça va être, c'est aléatoire. Par exemple, moi, typiquement, quand je suis allé à l'hôpital quand je me suis fait couper le bras, là, il y a 3 ans, à un moment donné, j'ai profité, du repos que m'a offert, d'être à l'hôpital pendant quelques jours pour, justement, bosser et tout. J'étais content d'aller à l'hôpital parce que je pouvais bosser sans interférence et du coup, j'interrogeais, les chirurgiens et tout et je dis: «Beh, vous» j'ai dit: «Vous allez me couper le bras et vous m'avez pas, proposé de psy». Et donc ils m'ont dit: «Mais vous voulez voir un psy?» J'ai dit: «Beh, non». Enfin, j'ai dit: «Si, du coup, je veux, lui poser des questions» et du coup, elle est venue pour que je lui pose des questions. J'ai dit: «Mais» ils m'ont dit: «Bah, non, c'est à la demande» et donc j'ai dit: «Dans le protocole d'amputation, vous proposez même pas spontanément, un psy, c'est si le patient le demande». Donc il y a plein de points et tant mieux parce que d'un côté, il y en a, ils se braquent quand on leur impose et en même temps donc voilà, il y a peut-être des Moins proposé, ouais, de leur montrer que ça existe et qu'ils peuvent en s'ils avoir. veulent, quoi. Mais voilà, c'est aujourd'hui la prise en charge psy pour moi, ouais, elle est indispensable. Moi, j'en ai pas eu. Je pense que sur certains points, ça aurait pu me faire gagner du temps, je pense quand même. Après, il y a des choses qui se mettent au même niveau. Par exemple, entretenir ses relations, son entourage, c'est au moins aussi important que d'avoir un psy. Les liens, les amis, tout ça, ça va compter tout autant. Mais oui, oui, moi je dis à tout le monde, et puis on a quand même évolué, aujourd'hui, enfin moi quand j'étais gamin, c'était un peu, tabou, les gens avaient honte de dire qu'ils voyaient un psy. Ouais, tu voir un psy, tu fou, quoi. Alors qu'aujourd'hui en 2026, si tu pas vu un psy, voilà, tu raté ta vie donc ouais, non, ça va il y a beaucoup on reconnaît beaucoup plus, aujourd'hui, la problématique, mentale, donc ça c'est cool. Est-ce que tu as eu de la colère ou de l'injuste? Tu avais l'impression que c'était injuste ce qui t'était arrivé? Bah,
Je viens de parler du deuil, donc la colère ça fait partie des 5 étapes du deuil. Je veux dire, voilà, le déni, la négociation, la colère, la tristesse, l'acceptation. Donc du coup, oui, la colère en a fait partie. Je pense quand j'étais, préado. Après j'en parle souvent aussi que quand un truc comme ça t'arrive quand t'es enfant, je pense quand même que c'est différent et je pense que c'est plus facile. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, mais moi j'ai vu beaucoup de personnes, adultes être brûlées. Bon bah, potentiellement, tu peux perdre ce que tu as construit, ton travail, ta vie de couple, ta situation sociale. Quand tu es enfant, tu rien, tu as tout qui est en construction, qui est à venir, donc c'est dur, tu as des questions, mais globalement, enfin moi j'ai suivi le mouvement quoi. Oui, tu t'es construit avec ça finalement. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dû faire le deuil de trucs et je sais que j'ai eu des moments où j'étais triste ou en colère, mais c'est pas quelque chose qui m'a poursuivi, tant que ça finalement, je crois pas. Mais oui, tu es obligé de passer par ça. Oui, par la phase du deuil. Mais c'est pas une colère que tu as gardée des années ou que tu pas su comment gérer ou des choses comme ça. Bah, après moi, c'est aussi pour ça des fois que je parle aussi aux proches beaucoup parce que, bah, je me rappelle l'année dernière, j'avais échangé avec une femme, son mari était brûlé et en fait, on est très ingrat quand on est, en souffrance et qu'on est handicapé, récemment. C'est qu'on a un peu tendance à lâcher la pression sur les proches parce qu'en fait, on sait tout simplement qu'inconsciemment qu'ils vont pas s'en aller et en fait, c'est souvent aussi ce que je dis aux proches, je dis: «Vous avez pas à subir, les crises de colère et des trucs comme ça, vous êtes pas le punching ball, des gens» et je pense que oui, on peut avoir, je pense, et je pense que j'ai pas fait exception au truc, quand on est, en colère ou quoi, on peut facilement s'en prendre, à son entourage, qui a rien demandé d'ailleurs. Donc Et qu'ils subissent aussi. Mais bah, oui, en je plus, pense que c'est ouais, dans bien le sûr. processus, c'est un... C'est dans le processus, mais moi, ce que je dis souvent aux parents, non, on a beaucoup de parents, par exemple, d'enfants qui arrêtent de les disputer, qui ont peur de mettre des limites. Et je dis: «Bah, en fait, vous leur rendez pas service». Parce qu'ils ont besoin de quoi ces enfants-là? Ils ont besoin de normalité et donc bah, de continuer à mettre un cadre et des limites, c'est aussi donner de la normalité donc ouais, c'est c'est pas évident. Est-ce que tu as été accompagnée au niveau de ta sexualité parce que bah, tu étais jeune quand ça t'est arrivé et Au niveau de? de ta sexualité? Est-ce que tu as des gens à qui tu as pu parler de ça? Non, bah, non, non, même combat que tout le reste. Hem, Aujourd'hui, ça commence, hem, quand je dis que ça commence, c'est que ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que sur les réseaux, je suis pas le seul, on en parle, de plus en plus, parce que c'est important de, de lier l'handicap à la sexualité parce que beaucoup il y a un tabou autour de ça et beaucoup de gens pensent que la sexualité, c'est un bonus et que, comme je disais tout à l'heure pour les sentiments, que tu vas avoir un peu le côté, bah, tu prends ce qui vient et tu te plains pas en fait, tu as déjà de la chance, qu'on te touche pas avec un bâton et du coup, il y a ce côté, tu mets la barre vraiment basse et donc ça, ouais, je l'aborde beaucoup. J'ai une pote aussi qui est brûlée, on compare aussi beaucoup l'aspect homme-femme. C'est encore vachement différent d'être brûlé homme et brûlé femme dans notre société. Ok, est-ce que tu peux du coup nous donner deux, trois Bah, différences? alors pareil, il y a pas eu d'études, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué, d'être une femme, brûlée parce que, bah, la société est ce qu'elle est, en termes de pression, de 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 stéréotypes et de critères de beauté, hem, je pense que c'est plus compliqué pour une femme, clairement. Je dis pas que c'est pas du tout possible, hein, mais, encore une fois, il y a pas eu de stats qui ont été faites, mais je pense que c'est plus facile de trouver une femme qui va passer, outre des différences que des hommes. Même si, j'en connais plein, hein, voilà. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a des problématiques qui sont plus compliquées sur la féminité. Moi, j'ai une amie qui a eu un sein qui a été brûlé dans la reconstruction. On sait aussi, ce que ça peut représenter, donc donc voilà, on aborde souvent cette problématique
Et puis d'un point de vue médical, alors là, nous, c'est quelque chose qu'on a un petit peu, abordé dans nos dernières réunions. On se demande si on va pas commencer, pour certains ados, de leur proposer, des espaces où s'ils veulent, ils peuvent, aborder aussi ce genre de questions. Ça n'existe pas trop encore, mais je pense que c'est bien de leur, on va pas se mentir, c'est quand même la question qui revient le plus, donc sentimentale, et comme c'est souvent lié après aux premières sexualités, non, je pense que c'est bien de déverrouiller, petit à petit. Mais ça se fait doucement, mais ça se fait quand même. Donc heu, donc ça va dans le bon sens. C'est quoi la question qui revient le plus souvent à ce sujet? La question la plus taboue que les personnes osent poser? En termes de sexualité? Ouais. Personne ne pose de questions sur la sexualité. Non, parce qu'en fait, les gens s'arrêtent pour l'instant. Déjà, en fait, avant même de savoir s'ils vont pouvoir, faire l'amour, ils vont se demander si quelqu'un va vouloir d'eux. Donc en fait, la question, en fait, elle est déjà avant ça, quoi. Après, la question de l'acceptation, oui, ici, on l'a aussi, les gens disent, lumière allumée, lumière éteinte, ce genre de choses. Mais les gens ont encore assez de mal à en parler. Hem, c'est aussi pour ça que je fais exprès de raconter même des fois des fails, de rigoler, sans en fait bah, voilà, on a tous, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Mais c'est Comme pour tout le monde. ouais, voilà, totalement, ouais. Ah, mais c'est ça en fait le truc, c'est d'amener de la normalité, dans un truc, donc heu, donc voilà. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose sur lequel tu voudrais parler, un sujet que tu aurais aimé aborder ou une phrase, un souvenir que tu pourrais avoir? Là comme ça, sans guide, tu dur là. Bah, Tu peux ne rien avoir à dire. non, parce que en fait non, j'étais en train de scanner un peu, tous les aspects qu'on a abordés, on a plutôt fait le tour, c'est important de se concentrer donc sur l'après, on en a beaucoup parlé. Donc heu, donc non, je pense que ça quelqu'un qui n'y connaîtrait rien en brûlure, en saurait suffisamment. Donc non, c'est plutôt Est-ce que c'est le mot de la fin? si je te laisse le mot de la fin, mais sinon oui. Le mot de la fin, ça serait merci. Merci d'avoir partagé ton histoire, tes conseils et tout ton retour d'expérience. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.